Bonjour à tous. Où que vous soyez, n'est-ce pas, de la 11e circonscription, de Hanoï, de Moscou, de Russie ou d'Australie, bienvenue donc sur le live de Trinh Rong, candidat donc pour les législatives 2017, le 4 juin. Aujourd'hui donc je serai basé donc à Hanoï. Mais je tiens avant tout à remercier donc le Bottin Singapour pour cette initiative citoyenne. Puis utiliser donc c'est un très bon moyen d'utiliser donc les nouvelles technologies pour se faire connaître. N'hésitez pas à poser vos questions, n'est-ce pas? J'essaierai de répondre à toutes dans la mesure du possible. On a 1 heure et après il faudra rendre l'antenne. Donc je vais commencer déjà par me présenter. Je vais me présenter rapidement, dire mon engagement, et puis je répondrai aux questions. Donc rapidement, j'ai 42 ans, je suis expatrié depuis 15 ans maintenant au Vietnam. Donc j'exerce le métier d'importateur-distributeur de produits français made in France que je vends au Vietnam. Voilà, donc c'est un petit peu du patriotisme économique, parce que bon, c'était un choix stratégique il y a 15 ans. Donc je suis entrepreneur, donc je suis donc très attaché aux questions entrepreneuriales. Et donc sur le commerce extérieur, c'est une des clés d'entrée pour un député, je pense, sur la 11e circonscription. C'est aider les entrepreneurs, aider les Français à trouver de l'emploi en Asie et aider à créer de l'emploi en métropole. Je suis aussi le pur produit de l'école républicaine, laïque, gratuite, émancipatrice. J'y suis très attaché. J'étais moi-même en France militant pour l'école laïque gratuite. Je suis donc très attaché aux valeurs de l'école. Voilà, les valeurs républicaines, les valeurs du travail, et puis la valeur de la méritocratie, exactement. Donc l'éducation, l'école, c'est aussi le leitmotiv de ma mandature si jamais je suis élu à la députation. Voilà. Alors pourquoi l'UPR, pourquoi la politique? Il faut savoir que en France, j'étais déjà très lié à la société civile. Mes parents sont médecins, fondateurs de Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Ils m'ont donné des valeurs. J'ai été syndicaliste, j'ai été dans l'associatif, dans la lutte pour les droits de l'homme. Voilà. Moi, je considère maintenant qu'il est indispensable pour un citoyen de défendre la liberté, la démocratie, quand celles-ci sont menacées par l'intégration européenne ou quand par exemple les mécanismes et les rouages de la République sont en panne. Il faut réagir. Le quatrième pouvoir, tel que la presse par exemple, ne joue plus son rôle. C'est pas moi qui le dis, c'est Reporters sans frontières qui a déclassé le classement de la France à la 45e place entre Trinidad et Tobago et le Botswana. Alors la presse, maintenant, la française est rejetée au niveau de la presse africaine. Super. Donc ça ne marche pas. Le CSA n'applique même plus ses règles. La justice, c'est pas moi qui le dis, c'est la magistrature qui s'inquiète. Alors quand la magistrature s'inquiète, c'est que ça va très mal, c'est que la maison brûle. Voilà. Donc, quand la maison brûle et que le pompier est un pyromane, il est de devoir d'un citoyen de se lever, de chercher l'origine de la crise et d'y apporter des solutions concrètes. Voilà, donc c'est le sens de mon engagement. Ensuite, d'un point de vue plus humain, mon engagement, il est basé sur la logique humaine, sur la nature humaine. Je veux céder à mes enfants, j'ai 2 filles, n'est-ce pas, qui sont scolarisées au lycée français. Je veux leur donner un monde meilleur que que mes parents, que mes grands-parents m'ont donné en héritage. Je pense que c'est la nature humaine de vouloir parfaire le monde qu'on a façonné. Voilà. J'ai fini pour mon introduction. Maintenant, j'attends vos questions. Alors, comme je suis live sur mon téléphone, le fil des questions parfois peut être perdu. Donc, si jamais j'ai raté une de vos questions, n'oubliez pas de la reposter éventuellement pour que je puisse, parce que c'est que maintenant effectivement que je prête attention au fil des questions. Donc une question donc sur la 11e circonscription.
Donc, quels sont les enjeux de la 11e circonscription si je suis élu député? Alors, les enjeux pour la 11e circonscription, il faut le rappeler, c'est l'Asie. La 11e circonscription, c'est l'Asie. C'est potentiellement la zone, c'est même la zone où les entreprises françaises ont le plus d'opportunités pour exporter. Hein. Il faut savoir que le corps social français est malade. La France se désindustrialise. Exporter doit être le leitmotiv, l'alpha et l'oméga d'un député sur la zone Asie. Voilà. On peut plus exporter au Moyen-Orient parce qu'on a tout détruit. Sur l'Afrique, on détruit tout. Il reste l'Asie, la Chine, évidemment, le Vietnam, mais aussi l'Indonésie, les Philippines, ou même l'Australie, qui sont des zones où les intérêts de la France sont très peu représentés. Hein. Je crois que la dernière fois, il y a peu de temps, c'était la première fois qu'un Premier ministre français était allé en Indonésie. Un pays de 200 millions d'habitants. Il était temps d'y penser, ouais. Donc, en tant qu'entrepreneur, il est évident que, pour moi, ces questions-là sont essentielles. Hein, il faut absolument que la diplomatie française, que tout le tissu industriel des expatriés soit tourné vers l'exportation. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, il faudrait que l'intelligence économique puisse être gratuite, alors que maintenant elle est payante par la mission économique ou par les chambres de commerce. Je propose par exemple de créer un comité pilote qui puisse coordonner les actions entre les différents acteurs économiques, sociaux, éducatifs pour tendre vers cet objectif, n'est-ce pas, d'aider le corps entrepreneurial à exporter vers l'Asie, quitte à imposer, n'est-ce pas, des discussions. Actuellement, chacun fait son truc dans son coin. Bon, être député, c'est obliger tous les acteurs à s'asseoir pour trouver des solutions. Voilà. Évidemment, tout ça, ça reste évidemment des mesures, des mesures qui peuvent aider, mais le problème de fond, ça reste évidemment un problème monétaire. Là, pour exporter, il faudrait que la France puisse avoir une monnaie qui soit adaptée à sa compétitivité. Moi, quand j'ai commencé à exporter, on était encore au franc, on exportait beaucoup mieux. Voilà, on exportait nettement mieux. L'Allemagne, depuis qu'elle bénéficie d'un euro qui est moins cher à sa compétitivité, exporte nettement mieux que nous. Par exemple, moi je suis au Vietnam. Une Mercedes qui était auparavant à 100 000 $, elle est maintenant à 80. Et la Mégane qui était à 60 avant est maintenant 70, 80 000 euros. Alors évidemment, pour le Vietnamien, entre la Mégane et la Mercedes classe 3, que même prix, il va choisir quoi? Mais uniquement sur un critère monétaire, il va choisir la Mercedes. On a perdu de la compétitivité monétaire uniquement parce qu'on a choisi une monnaie qui est trop forte par rapport à la nôtre. Et moi, je le sais parce que je suis expatrié depuis 15 ans. Je le vois, les dégâts de l'euro sur les exportations, c'est catastrophique. Voilà. Si moi, en tant qu'exportateur, je pouvais avoir une monnaie qui était plus adaptée à la compétitivité de mon pays, je pourrais doubler mes exportations et créer deux fois plus d'emplois en France. Ce que je dis, ça coule de source, pourtant. Ça coule de source, c'est la logique même qui voudrait ça. La plupart des pays exportateurs et qui marchent bien dans le monde ont une monnaie qui est adaptée à leur économie. On va pas demander aux Vietnamiens d'exporter avec une monnaie chinoise, ou aux Russes d'exporter avec une monnaie américaine qui n'est pas adaptée à leur monnaie. Je demande tout simplement que la France fasse ce que tout le monde fait dans le monde, à savoir utiliser une monnaie qui est adaptée à son économie. Voilà. C'est vraiment le critère principal. Après, tous les autres candidats pourront proposer oui, moi je vais faire ci pour aider les entreprises, moi je vais faire ça, je vais faire ça là. Mais le fond du problème, ça reste qu'on a une monnaie qui n'est pas adaptée. Voilà. Donc une question de Clotilde Marie, donc la CSG CRDS, que pouvez-vous faire? Alors c'est une question intéressante. La question de la CSG de la CRDS, la contribution sociale généralisée, c'est un impôt comment dire, social pour résoudre ce qu'on appelle le déficit de la sécurité sociale. Bon, moi je veux bien. Pour répondre à cette question, il faut élever le débat. Voilà. Hein, et moi, j'ai pas envie d'être un député qui gère la pénurie, qui gère les bouts de chandelle que nos parents nous ont laissés dans un placard et qu'on brûlerait jusqu'au dernier cierge. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de donner des moyens supplémentaires pour répondre à cette question-là. J'ai envie d'élever le débat. Voilà. Alors la question comment dire, des moyens supplémentaires pour notre système de santé. Nous à l'UPR, on dit qu'on peut trouver des moyens supplémentaires. Nous, on se propose d'économiser 80 milliards d'euros
d'économie qu'on pourrait ponctionner dans en sortant par exemple de l'Union européenne, qui nous oblige à financer des projets qui ne servent à rien. On a 20 milliards d'euros qui abondent dans le budget de l'Union européenne. On a 40 milliards d'euros que l'on perd dans l'application de normes qui n'ont pas de sens. Hein. On nous oblige à changer, par exemple, la robinetterie qui doit être ronde et pas carrée. C'est ridicule tout ça. Ça ne coûte qu'à 40 milliards d'euros. En tout, on pourrait récupérer 80 milliards d'euros qui pourraient être utilisés pour augmenter et les prestations sociales. Voilà. Donc, il faut savoir que tous les autres candidats ne proposent de toute façon que d'appliquer les plans d'austérité voulus par la Commission européenne. Macron n'aura pas d'autre choix, de toute façon, que d'augmenter la TVA, augmenter la CSG et le CRDS, parce que c'est voulu par la Commission européenne, qui a émis il y a quelques jours un avis pour les 27 pays. Donc il y a un avis pour la France, un avis pour l'Irlande, un avis pour l'Allemagne, et il est écrit noir sur blanc que la TVA et sûrement la CSG devront augmenter. Voilà. Donc, pour moi, très clairement, en sortant de l'Union européenne, on sortira de ce cycle infernal où on finance une machine à perte, et on pourra retrouver donc de la marge budgétaire qui nous permettra, moi, d'assurer qu'on n'augmentera pas donc la pression fiscale sur les Français en France, mais aussi à l'étranger. Voilà. Mais je crois que c'est important de savoir ça. Hein. Les autres candidats ont des positions très volontaristes sur la CSG, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique parce qu'ils ne peuvent qu'appliquer les mesures austéritaires de l'Union européenne. Moi, c'est différent. En économisant 80 milliards d'euros, très clairement, je me donne de la manœuvre budgétaire pour promettre aux Français de métropole, mais aussi expatriés, que non, la CSG, la CRDS, aucune raison qu'elle ne soit augmentée. Alors, que proposez-vous pour développer la francophonie? Une question qui nous vient du Japon, apparemment. Alors ça, c'est une question qui me tient très à cœur. La francophonie est liée, comme vous le savez actuellement, au ministère des Affaires étrangères, donc à la diplomatie. Il est important de savoir, et je crois que c'est mon rôle de député, de faire comprendre aux Français que la francophonie n'a de sens que si notre diplomatie est indépendante, souveraine, et qu'elle défend réellement les intérêts du peuple de France, et non pas les intérêts d'une nation étrangère, sous prétexte qu'elle a financé des campagnes électorales des uns ou des autres. Vous voyez, à cet effet, d'ailleurs, il est important de comprendre aussi que la diplomatie française est noyée dans la diplomatie européenne. C'est une cacophonie monstrueuse. La preuve, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps au Vietnam l'ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam. C'est quelqu'un que je connaissais même pas. J'ai discuté avec lui un petit moment. Non, il a fait une conférence, pardon, où le mec, ce fonctionnaire de l'Union européenne, ne cachait pas qu'il voulait remplacer la diplomatie des États membres, à savoir de la France, par exemple, par la diplomatie de l'Union européenne, donc de lui. Alors lui, c'est quoi la diplomatie européenne? On n'en sait rien. Quelle est la place de la francophonie dans cette diplomatie européenne? C'est une cacophonie monstrueuse. D'ailleurs, tous les Français peuvent constater que la baisse d'influence de la francophonie, mais aussi économique, sociale, culturelle, éducative de la France sur l'ensemble de la circonscription. Donc, pour donner une francophonie indépendante, il va falloir retrouver, et c'est mon projet, une diplomatie indépendante, un peu comme du temps de Gaulle, comme du temps de Mitterrand, où réellement la diplomatie défendait uniquement les intérêts du peuple de France. Là, je vais être très clair, d'accord? Personne d'autre qu'un Français, donc un député français, donc moi, n'est légitime ou compétent pour défendre la diplomatie française. C'est clair. Et ça coule de source. Ce que je dis, c'est une évidence. C'est pour ça que les Anglais ont actionné l'article 50, d'accord, du traité de l'Union européenne pour retrouver ce que je viens de dire, retrouver une indépendance pour voter des lois, une diplomatie cohérente. Voilà. Donc pour répondre à la question de la francophonie, moi ce que je veux, c'est plus de moyens à la francophonie. Je veux une francophonie conquérante, de nouveau. Voilà. Alors pourquoi? Parce que la francophonie, pour moi, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense sèche.
c'est un investissement sur le futur. Voilà. Pourquoi? Parce que des gens qui parlent français, c'est des gens qui partagent une communauté de vue, une communauté d'esprit, une philosophie identique à la nôtre, ce qui fait que ces gens-là seront sensibilisés aux idées de la France, donc aux produits français, donc aux exportations françaises. Ça nous permettra donc de créer la trame, le squelette, n'est-ce pas, le squelette du tissu économique français à l'export. Pour moi, une francophonie conquérante doit être l'avant-garde de la reconquête économique des positions que nous avons perdues en Asie. Voilà. Je suis cohérent avec moi, je suis très cohérent avec moi-même. En un, je mettais la reconquête économique. En deux, je mets la francophonie qui doit être le cheval de bataille. Voilà. Donc il faut des moyens supplémentaires qu'on prendra dans les 80 milliards d'euros qu'on a économisés par an en sortant de l'Union européenne. Je dis bien par an, 80 milliards d'euros d'économie. Je suis le seul candidat capable d'économiser cette somme d'argent, alors que tous les autres ne proposent que de gérer la pénurie. Moi, gérer les pénuries, je laisse ça aux autres, ça m'intéresse pas. Voilà, très clairement. Donc voilà. Et donc répondre aux questions de la francophonie, c'est aussi répondre finalement à la question des bourses, parce que les bourses finalement dépendent non pas du ministère de l'Éducation nationale, mais dépendent du ministère des Affaires étrangères, donc de la diplomatie. Effectivement, les bourses, moi, je veux donner plus de bourses aux enfants français, avec un montant supérieur, mais pas uniquement aux enfants français. Il faut donner des bourses à tous les élèves méritants de tous les pays du monde pour qu'ils puissent faire des études en France, mais aussi qu'ils puissent faire des études en français dans leur pays d'origine, pour qu'ils puissent plus tard être des ambassadeurs, d'accord, des intérêts français, pour qu'ils puissent travailler dans des entreprises françaises et pour qu'ils puissent faire, encore une fois, former les cadres qu'on pourra utiliser pour reconstruire l'appareil exportateur français à l'étranger. Voilà. Et pas qu'économique, hein, aussi social, diplomatique, etc., etc. Ce que je dis, c'est du bon sens. La France sera bientôt la deuxième langue la plus parlée au monde. On a tout pour réussir. La France a tout pour réussir et elle se plante depuis 20 ans. Je suis témoin de cette dégradation constante des positions de la France, que ce soit diplomatique, économique, sur l'ensemble du monde. Et ça me fait mal au cœur. Voilà. Je suis un Français j'aime mon pays profondément et je suis outré. À ce niveau-là, c'est même plus de l'incompétence, je pense, parce qu'une succession d'incompétences, ça devient du sabotage, en fait. Voilà. Comment dire, sur la question des bourses, ouais, j'ai répondu parce que c'est quelque chose de très important. J'ai 2 filles qui sont scolarisées, et donc je sais que c'est une question importante. On ne pourra pas, répondre à la question des bourses comme les autres candidats qui se proposent de gérer la pénurie. Non, il faut des moyens supplémentaires. Mais ces moyens supplémentaires, on ne les aura que si on a une diplomatie indépendante et une vision. Voilà, j'offre une vision sur les bourses, sur la francophonie, sur la diplomatie, que personne d'autre, qu'aucun autre candidat ne propose. Excusez-moi, j'étais un peu long sur ce développement, mais je crois que c'est important quand même de remettre de recontextualiser des questions, voilà, dans leur ensemble. Alors, question suivante. J'ai dû rater plein de questions, je suis désolé, mais allez-y. Question. Quelle sera votre position concernant les réformes du marché du travail prévues par ordonnance l'été prochain? Excusez-moi, oui, j'ai un ton très passionné parce que je vis finalement. Je vis cela dans ma chair tous les jours en tant qu'expatrié français depuis 15 ans. Je vis très mal donc cette dégradation de nos positions diplomatiques, culturelles à tous les niveaux. C'est vraiment très dur à accepter. Alors, concernant la réponse, les réformes du marché du travail prévues par l'ordonnance l'été prochain, moi ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Les autres candidats peuvent faire semblant de s'étonner en disant « Ah, mais c'est scandaleux, machin, etc. » Nous, ça fait 10 ans qu'on lui dit de toute façon, ces ordonnances-là ne sont que des applications serviles, n'est-ce pas, des directives de l'Union européenne. Il suffit de voir les directives qui ont été éditées il y a 1 an, 2 ans,
par la Commission européenne. On appelle ça les grandes orientations de politique économique, les fameux GOP. C'était écrit noir sur blanc qu'il fallait réformer le marché du travail, il fallait le rendre plus flexible, il fallait ubériser la société, il faut déréglementer les professions qui sont réglementées. Alors, tous les médecins, les notaires, tous les taxis qui ont voté Macron, ben, bravo, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, bravo, parce que j'en connais. Hein. Je connais même des fonctionnaires qui ont voté Macron, par exemple, alors que, je sais pas, les bras m'en tombent. Quand ils seront au chômage, j'espère que ce sera que le sourire. Peut-être que je peux pas comprendre, peut-être que ces gens-là me diront, Ron, tu peux pas comprendre. C'est vrai, j'ai voté Macron, je suis au chômage, mais je suis content. Bah, très bien, disons que je peux pas comprendre, très bien, répétons. Mais non, voilà, les réformes du marché du travail, c'était déjà dans les tiroirs de la Commission européenne, on ne fait que les appliquer servilement. De toute façon, la seule et unique chose à faire, c'est pouvoir retrouver le pouvoir de voter nos propres lois, okay, et d'imposer la vision que l'on veut. Voilà. Et on a les moyens. Je veux dire, la mondialisation incontrôlée, la mondialisation destructrice n'est pas une fatalité. Il y a plein de pays en Europe, par exemple, qui ont décidé de faire des choix. Les Islandais, les Danois, les Norvégiens, les Suisses. C'est vrai, c'est tous des pays européens hors Union européenne ou qui ne sont pas dans la zone euro, mais qui leur permet d'avoir une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre en termes de loi, en termes de budgétaire, qui leur permet de faire des choix qui ne sont pas ceux, par exemple, des lobbies financiers ou industriels qui voudraient des flexibilités, flexibiliser le marché du travail. C'est évident. De toute façon, l'un des points clés du programme de l'UPR, et là j'invite des internautes à aller sur le site web upr.fr, ils y trouveront donc des dizaines d'heures de conférences, des conférences en vidéo, n'est-ce pas, des articles détaillés permettant de pointer finalement très clairement les raisons pour lesquelles notre pays va au mur, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a confié à d'autres les manettes de notre souveraineté. La solution elle est très simple. En reprenant ces leviers de souveraineté, on pourra résoudre une grande partie des problèmes, pas tout, évidemment, mais on pourra au moins décider en toute souveraineté de ce qui est bon ou pas pour nous. Et nous, on considère que l'influence des intérêts privés, voire étrangers, sur la conduite de l'économie, et pas que l'économie, mais du social, de l'éducation, est beaucoup trop important. Voilà. L'un des points clés de l'UPR, c'est de vouloir donner moins d'influence aux lobbies, faut dire ce qui est, aux puissances de l'argent, aux puissances industrielles, sur la conduite de l'État, et de l'économie, et du social, et de l'éducation, et de tout ça. Il faut refaire prôner l'intérêt général, il faut remettre du bon sens. Voilà. Mon programme, c'est un programme de père de famille, finalement, qui a du bon sens, c'est tout. Voilà. Alors je reprends le fil donc des questions. S'il vous plaît, mettez des questions. Donc on a traité des bourses, c'est bien. On a traité de la francophonie. Je trouve ça intéressant. Y a-t-il d'autres sujets qui vous préoccupent? Ouais, une question sur le. Bon, j'aimerais juste dire. Ah là. Alors. Quelles sont vos préconisations pour moraliser la vie politique et lutter contre la corruption? Donc, c'est un large sujet. Que pensez-vous de la condamnation et des intimidations des lanceurs d'alerte LuxLeaks? Alors, dis donc, oh là là là, attendez. Alors, pour moraliser la vie politique et lutter contre la corruption. Eh bien, cher internaute, j'en suis l'incarnation personnalisée en live stream sur Facebook. Je représente la régénération de la vie politique. Alors, je vais donner un trick, comment dire en anglais. Je vais donner un truc pour tous les internautes pour savoir si quelqu'un est corruptible ou non. Comme je dis souvent, suivez l'odeur de l'argent. Voilà. L'argent a une odeur, vous savez. Et un autre proverbe dit, par exemple, dis-moi qui te finance, je te dirai qui tu es. Voilà. À l'UPR, on est financé uniquement par le don et les adhésions des adhérents. On n'a pas d'emprunt bancaire. On n'aura jamais d'emprunt bancaire parce que l'une des clés de notre programme,
pour appliquer notre programme, hein, c'est de redonner à la Banque de France son droit séculier et millénaire de frapper monnaie. Vous savez, c'est un roi qui disait un roi français qui disait qu'un État se distingue par sa capacité à frapper monnaie. Eh ben, on a cédé ce droit à la banque privée. Eh ben, on est le seul parti, je suis le seul député qui veut reprendre ce droit qui a été redonné à la banque il y a 15 ans, 20 ans à peine, hein, de nouveau à la Banque de France, pour qu'elle puisse réimprimer sa propre monnaie. Alors c'est sûr qu'avec ce programme-là, je vais pas avoir si je frappe au Crédit Agricole demain pour avoir un prêt comme les autres candidats, n'est-ce pas Jean-Luc, n'est-ce pas Marine, je n'aurai rien du tout. Donc, moraliser la vie politique et lutter contre la corruption, c'est s'assurer que les gens pour qui il veut voter sont clear, ok, de toute compromission avec les puissances de l'argent. Comment moraliser la vie politique si nous-mêmes, on n'est pas au-dessus de tout soupçon? Là, j'invite vraiment les gens qui m'écoutent, hein, le 4 juin, à réfléchir dans l'urne s'ils veulent véritablement moraliser et changer les choses, parce que la France va au mur, ok, à élire les mêmes personnes, à appliquer les mêmes recettes, on arrivera au même résultat. C'est pas moi qui le dis, c'est la science mathématique. Hein, d'ailleurs, c'est la définition même de la mathématique. Hein. Les mêmes hypothèses font tout le temps le même résultat, et répéter 1000 fois, ça fera tout le temps la même chose. D'accord? Donc, j'invite les internautes. Il faut qu'ils prennent conscience que le seul et unique vote utile et réellement nouveau, c'est voter pour moi. C'est voter pour moi. Ne serait-ce que parce que je suis le seul garant possible pour moraliser cette vie politique et lutter contre la corruption, parce que j'ai des gages que je viens de vous annoncer. Question suivante. Alors, quelle diplomatie un député UPR pourra faire? Très bonne question de cet internaute. Alors, les diplomaties, ouais, c'est une question qui me passionne. Hein. Déjà, sur la 11e circonscription, c'est important. Hein. Je suis d'origine asiatique. Enfin, les internautes perspicaces auront pu le constater. Mes parents ont connu la guerre, mes grands-parents ont connu la guerre. J'ai pas envie que mes enfants connaissent la guerre. Je suis dans une circonscription où il y a l'Ukraine, la Russie. On était à 2 doigts d'un conflit mondial là il y a quelque temps. Il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Il y a l'Iran. Il y a la Chine où les tensions sont terribles. Être député sur cette circonscription, c'est avant tout être un député pour la paix, pour la fraternité des peuples, pour la primauté du droit de l'ONU, du droit international, sur tout. Voilà. Y compris sur le G7, le G9, le G20, je ne sais pas. Il faut avoir le courage, si on est député sur cette circonscription, et je crois avoir le courage, parce que je ne suis pas lié, encore une fois, à aucun intérêt, qu'il soit privé, ou confessionnel, ou étranger, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage de dire la vérité aux Français, quitte quitte à être à contre-courant des discours belliqueux et va-t-en-guerre que l'on voit dans la presse française. Hein. L'ensemble de la presse française et l'ensemble de la classe politique française sont basés sur un discours très, très va-t-en-guerre. Et il faut avoir le courage de dire non, vous nous trompez, vous trompez, ce n'est pas ce que les Français veulent. Voilà, ce n'est pas ce que les Français veulent. On veut la paix et la fraternité. Voilà. Donc, ouais, mon rôle, ça va être d'être à contre-courant, des pensées va-t-en-guerre. Il faut avoir ce courage-là, c'est vrai. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est ainsi de dire non. Moi, l'information que j'ai sur le terrain, elle est pas pareille. Les Iraniens, les Russes veulent la paix, et il est fou qu'ils veulent la guerre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, effectivement, pour répondre à la question plus précisément, très clairement, il faut avoir une position de paix et l'assumer. Voilà. Alors, aurez-vous le courage de parler franc avec les Iraniens? Les Iraniens, oui, je pense qu'il faut, et pas qu'avec les Iraniens. Le problème iranien, c'est un problème qui n'est pas plus, qui est global. Il faut parler avec tous les partis, avec l'ensemble des acteurs du Moyen-Orient. Il faut discuter pour trouver une solution, bien sûr, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'ensemble des peuples de la région, des pays de la région.
Donc Sylvie Goulard a récemment reconnu que la France avait des troupes agissant en Syrie. Qu'en pensez-vous? J'en pense que je me demande d'ailleurs sous quel mandat la France a envoyé des troupes en Syrie. Est-ce qu'elle était invitée? Est-ce qu'il y a eu une résolution du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité, ou une résolution de l'ONU permettant à la France d'envoyer des troupes là-bas? Est-ce qu'elle a été invitée par le régime, par le gouvernement légitime, à savoir Bachar el-Assad, oui ou non? Si non, c'est problématique. C'est comme si Bachar el-Assad envoyait des troupes en France pour lutter contre le terrorisme. C'est la même chose, hein. Bachar el-Assad peut dire la France n'arrive pas à lutter contre les terroristes, j'envoie je sais pas moi une compagnie de sécurité pour aider les Français comme ça sans l'avis des Français. Non mais j'exagère mais il faut quand même respecter le cadre international. Si la France veut lutter contre le terrorisme islamique et contre Daesh, elle doit le faire en collaboration avec les forces sur place. Et les forces sur place, c'est Bachar el-Assad. Alors, Clotilde de Marie, comment comptez-vous exercer votre mandat d'un point de vue logistique? La logistique, je suppose que c'est des points de vue, des transports, point de vue, oui, effectivement, la circonscription est l'une des plus étendues au monde. Donc, j'ai un travail, effectivement. Donc, si je suis élu député, je devrais mettre entre parenthèses mes activités entrepreneuriales. C'est évident pour me consacrer pleinement à la mandature qui m'est donnée. Si j'ai un mandat du peuple de France, je l'exercerai pleinement et complètement. Je suis quelqu'un d'entier, d'intègre. C'est ainsi que je conçois la politique. Donc oui, effectivement, ce sera du plein temps pour moi. Alors j'essaie de retourner dans le fil pour retrouver d'autres questions. Alors, au niveau parlementaire, il faut faire partie d'un groupe parlementaire pour poser des questions régulièrement au gouvernement. L'UPA compte-t-elle s'associer à d'autres députés pour pouvoir avoir plus? J'arrive pas à lire le reste. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, évidemment, pour répondre à cette question-là. Le jour où on aura beaucoup de députés, ou pas assez pour faire un groupe parlementaire, il sera effectivement important d'être dans un groupe parlementaire. On fera preuve de réalisme à ce moment-là. Il y a tout le temps des députés qui sont indépendants, qui ne siègent dans aucun parti. Et généralement et spontanément, l'ensemble de ces députés isolés s'assemblent pour créer des groupes. En fait, j'ai pas de souci particulier en fait. Alors j'essaie de remonter dans le fil encore pour voir si j'ai pas des questions que j'aurais ratées. Alors Guillaume Voisin, bonjour. Quid des accusations de complotisme contre votre parti? Non, je pense qu'il faut arrêter sur ce genre de choses. Je pense que les Français sont assez intelligents maintenant. On a répondu, je pense, constamment. On fait que ça en fait. Asselineau n'a fait que ça, répondre sur ces accusations-là. Bon, Monsieur Guillaume Voisin, si vous avez pu voir dans les propos que j'ai pu dire tout à l'heure quelque chose de complotiste, signalez-le, je vous répondrai. Alors, que pensez-vous de la volonté du gouvernement de durcir les critères d'accession au financement public des partis politiques, 2,5% dans 100 circonscriptions? C'est scandaleux, évidemment. Le gouvernement avait déjà fait voter, le gouvernement sortant, pardon, pas le nouveau, avait voté donc la loi Urvoas, qui est une loi de félonie complète. Hein. Les Français, à 70%, veulent renouveler les partis politiques, renouveler la classe politique. C'est d'ailleurs sur ce fonds de commerce que Macron et le mouvement En Marche surfent. Mais mon opinion, c'est qu'il trompe ses électeurs, n'est-ce pas? Et en réponse à ce désir légitime, n'est-ce pas, le prince décide en disant « je vous ai compris », n'est-ce pas, en votant la loi Urvoas qui est exactement l'inverse, n'est-ce pas, et en durcissant les critères d'accession au financement public des partis politiques. Je veux dire,
on arrive maintenant dans une situation, mais qui n'est pas nouvelle, hein, où les gens qu'on élise font exactement l'inverse de ceux pour lesquels on les a élus. Alors, je note d'ailleurs qu'en Angleterre, c'est l'inverse. Hein. On sait d'ailleurs, il y a une espèce de English bashing actuellement, parce que les élus anglais font ce pourquoi les électeurs ont voté. C'est-à-dire que même les députés qu'on appelé à voter contre le Brexit, maintenant l'appliquent. Bon, non, maintenant parce qu'ils disent, ouais, mais nous, on est des Anglais quand même, on a inventé la démocratie. C'est vrai qu'on était contre, on a appelé à voter contre le Brexit. Maintenant, l'homme de la rue a décidé, on va quand même l'appliquer. Mais quelle dignité! Quelle dignité des Anglais! Et c'est nous qui donnions des leçons aux Anglais. Mais c'est du... je veux dire, être député, moi, très clairement, ça va être rendre de la dignité à la France. Voilà. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Une parenthèse qui illustrera finalement mon engagement. En 2003, j'étais déjà au Vietnam. En 2003, Villepin avait fait son discours aux Nations Unies pour dire non à la guerre pour dire non, pour ne pas soutenir la guerre que les Américains voulaient mener en Irak, soi-disant parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Eh ben, Villepin avait eu raison. La preuve, c'est qu'il n'avait pas. C'était une tromperie. Il avait eu le courage et la dignité de dire, chers Américains, nos alliés historiques, vous vous trompez. Être ami de quelqu'un, c'est de temps en temps lui dire avec franchise, tu te trompes. Voilà. Mais vous savez quoi, j'étais au Vietnam. Après le discours, tous mes amis vietnamiens, enfin tous, mes amis vietnamiens m'ont téléphoné en disant, Rong, merci, vive la France, enfin, nous les Vietnamiens, nous retrouvons la France indépendante, la France de paix, la France qui est neutre et qui est pour la paix entre les nations. J'étais fier d'être français. C'est quoi j'allais dans les rues, mes amis venaient me voir, presque en pleurant, en disant bravo la France, vous avez sauvé la paix. Mais c'était en 2003, à l'époque où la France était encore indépendante. On n'avait pas encore ratifié le traité de Lisbonne, qui plus tard donnera les prérogatives diplomatiques à l'Union européenne. La preuve, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le diplomate, l'ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam, mais qui a des positions complètement différentes avec nos intérêts propres, vous voyez. Et le lendemain de cet épisode-là, les Vietnamiens se sont précipités en masse au centre culturel français pour apprendre le français, la langue de la liberté, hein, la langue de l'émancipation, la langue de l'amour. J'étais fier d'être français, voilà. J'étais fier, et maintenant, je peux vous dire, j'en mène pas large. Voilà, j'en mène pas large. Je regarde mes chaussures presque. Hein. Et les Vietnamiens le savent. Les Vietnamiens qui ont conquis leur indépendance par les armes me disent, mais dis donc, ça te fait quoi maintenant d'être inféodé à des intérêts qui sont pas les tiens? Que voulez-vous que je réponde à ça? Je réponds pas. Ok. Alors, je reprends le fil. Donc Diane Surel, question rapide sur que pensez-vous de la loi renseignement, de la prolongation de l'état d'urgence proposée par l'Élysée ou de l'opposition annoncée d'Emmanuel Macron au chiffrement des données. Bon, là très clairement, comment dire, la France, pays de liberté, il va falloir vraiment avoir la foi, une foi démesurée pour continuer à défendre ce slogan. Hein. On vit dans un état d'urgence permanent. Nos libertés fondamentales sont bafouées. Il va falloir réagir quand même. C'est pas normal. Le programme de l'UPR se propose très clairement, je vous invite à aller le voir sur upr.fr, à supprimer l'état d'urgence, à ne renouveler les plans Vigipirate que s'il y a des raisons valables, n'est-ce pas, et avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire du n'importe quoi en plus. Oui, bientôt, le président de la République va s'auto-octroyer les pleins pouvoirs, comme la Constitution le permet, pour une pécadille. Pour une pécadille, vous allez voir. Alors, Alexis Tarade, monsieur, comment prendre au sérieux votre candidature quand vous n'avez jamais pris le temps d'écrire et vous présenter à l'ensemble de la circonscription? Le Vietnam n'est pas l'intégralité de la circonscription. Alors, nous avons écrit à l'ensemble de la circonscription. Je regrette que M. Alexis Tarade n'ait pas reçu la newsletter, mais pas que M. Alexis Tarade. Hein. J'ai pu constater que beaucoup même de sympathisants UPR, en fait, n'avaient pas reçu les newsletters. Nous avons demandé donc l'ensemble des emails des expatriés de la 11e circonscription.
Je crois qu'on a une liste qui a été tronquée. Il y a eu 150, il devrait y avoir 150 000. Non, on en a une. Je crois qu'on n'a pas eu les 150 000. Mais je peux vous assurer qu'on a envoyé la profession de foi, on a envoyé 3 à 4 spams et d'emails pour nous présenter. Voilà. Je signale aussi à monsieur Alexis Tarade que l'UPR n'a pas les moyens financiers des autres partis. J'ai pu m'expliquer déjà en début de ce live. Nous vivons uniquement des cotisations et des adhésions. Voilà. Votez pour nous lors de ces élections législatives, si vous partagez en tout cas le corpus de pensée que je présente ici, parce que je considère que je suis le seul vote utile, et bien après ces législatives, nous pourrons avoir des moyens supplémentaires parce que nous aurons accès au financement, aux finances publiques tous les ans, nous aurons accès au financement public et je peux vous assurer, Alexis Tarade, que vous entendrez parler de l'UPR, que vous entendrez parler des candidats représentant l'UPR de manière beaucoup plus récurrente, de manière beaucoup plus impactante, parce que nous aurons un peu plus les moyens de notre politique. Et encore, ce seront des moyens financiers qui seront indépendants, parce que j'invite M. Tarade à s'interroger sur l'origine des fonds des autres candidats. Certains candidats d'ailleurs qui refusent de nous communiquer l'origine des fonds. Je ne juge pas, je ne fais qu'un constat. Alors, Isabelle Persandé-Palmer, vous êtes anti-UE. Bon, c'est une question qui est un peu réductrice, je pense. Alors, mais qui vaut la peine d'être posée. Alors, je note que vous avez pris la peine de dire UE, c'est-à-dire Union Européenne, qui est un traité, n'est-ce pas, et non Europe. L'Europe, c'est un continent, ça n'a rien à voir. Effectivement, je suis con, qui est un traité. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de traités qui lient la France avec l'ensemble du monde. On dénonce trois traités. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a une vice de consentement. On a dit non lors du référendum en 2005, à 55%, on s'est prononcé contre. On y est quand même. Je considère que c'est un vice de consentement. Quand vous achetez un appareil électronique, et dans le contrat, on vous assure qu'il faut que cet appareil fonctionne et qu'il ne fonctionne pas, vous dénoncez le contrat. Voilà. Quand on vous marie de force avec une femme ou un homme que vous ne voulez pas, ça s'appelle un vice de consentement, un vice de procédure, ben vous dénoncez le contrat, ça s'appelle une clause de divorce. Ben oui, là-dessus, on considère que sortir de l'Union européenne, non seulement c'est un vice de consentement, mais en plus, les promesses de prospérité que nous avions faites il y a 15 ans ne se sont pas réalisées. La preuve en est, c'est que 15 ans plus tard, on a 1 million de chômeurs en plus, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Ça va pas. Donc il faut avoir la préscience et la conscience de tirer les conclusions nécessaires quand il le faut. D'accord? Moi, quand je dis que je propose d'économiser 80 milliards d'euros, c'est clair. Voilà. On donne 10 milliards d'euros en trop à l'Union européenne. On leur donne 24, ils nous en donnent 17. Voilà, 10 milliards. En comptant les amendes qu'ils nous donnent, on paye 500 millions à 2 milliards d'amendes d'euros par an parce que nos députés sont trop lents, paraît-il, à retransmettre en droit français les directives européennes. Je rappelle que 80% des lois des députés, donc les 80% des lois qui me seront proposées si je suis député, qui me passeront devant le nez, seront en fait des retranscriptions de droit européen. Donc, en tant que député, bientôt, on aura le choix que de choisir bientôt la couleur du papier peint, bientôt. Et encore, ils vont peut-être nommer un commissaire européen du papier peint, vous verrez. Donc oui, il va falloir dénoncer ces traités. Donc voilà, 80 milliards, 20 milliards en sortant, donc en ne finançant plus les éléphants blancs de l'Union européenne. 20 milliards parce qu'on pourra lutter efficacement contre la fraude fiscale. Vous savez que les autres candidats se proposent de lutter contre la fraude fiscale. Allez-y, ça fait 20 ans que vous êtes au pouvoir. Faites-le, mais pourquoi vous le faites pas? Parce que ils ne remettent pas en cause la libre circulation des capitaux. Je dis bien la libre circulation des capitaux. Je dis pas la circulation des capitaux tout court. C'est que si quelqu'un veut virer 1 million d'euros au Luxembourg, il peut. Mais est-ce que vous avez payé des impôts d'abord? Oui, allez-y. Sinon, non. Eh ben non, ça peut pas sortir. Vous voulez délocaliser? Vous pouvez, bien sûr, mais ok, mais montrez-moi le business plan, pourquoi vous délocalisez, est-ce que vous allez détruire des emplois en France? Oui, non, c'est non, allez-y. Voilà. Il faut rétablir, autant que faire se peut, le contrôle des mouvements de capitaux, c'est la condition sine qua non, et je suis le seul député à le proposer, pour lutter contre l'évasion fiscale. Les autres, je me demande comment ils vont faire. Alors, il va falloir qu'ils m'expliquent, n'est-ce pas? Donc c'est 20 milliards qu'on récupère. 20 plus 20, ça fait 40. Et les 40 derniers, c'est sur le fait qu'on n'appliquera plus les réglementations, mais qui sont ridicules de l'Union européenne. Voilà. Il est de notre
il est de notre liberté de produire des robinets carrés, par exemple. Je ne vais pas détruire la machine outil qui produisait des robinets carrés parce que j'aime ça, que j'ai investi, je sais pas, pour 10 millions d'euros, pour devoir réinvestir dans une machine qui fabrique des robinets ronds, uniquement parce que Bruxelles me demande de faire des robinets ronds. C'est quand même notre droit le plus souverain de fabriquer des robinets carrés, surtout que les 80% des entreprises françaises ne vont pas exporter, elles vont fabriquer des robinets carrés pour le département, pour la région qui est autour. Ça n'a pas de sens. Donc là, on économisera encore 40 milliards d'euros. Ça fait 80 milliards d'euros que je suis le seul à pouvoir récupérer. Et ces 80 milliards d'euros peuvent me garantir, moi, par contre, que quand je dis que je m'engage à faire baisser la fiscalité, la pression de la fiscalité sur les Français, ben je m'y engage. Quand je m'engage, par exemple, à pouvoir à donner plus de bourses et un montant supérieur, ben je m'y engage. Hein? Parce que je ne suis pas là pour gérer la pénurie, encore une fois. Parce que tous les autres pourront que gérer la pénurie. Le seul vote utile, encore une fois, c'est le mien. Alors vous êtes anti-UE, je l'ai déjà répété. Alors le lien entre la France et les pays de la francophonie doit être un vecteur multiplicateur pour notre démocratie, notre développement économique et commercial. Votre position? J'ai déjà répondu assez longuement en fait à cette question tout à l'heure. Oui, je considère que la francophonie doit être conquérante et doit être l'avant-garde de notre reconquête commerciale. Il faut plus de moyens à la francophonie parce que c'est un investissement, hein, c'est pas une dépense pour pouvoir garantir des exportations, bien sûr, pour créer de l'emploi en France, mais aussi pour créer des emplois aux dizaines de milliers de Français qui arrivent en Asie, en Australie et en Russie et qui cherchent du travail. Moi, tous les lundis, à l'AFE, je vois des Français qui arrivent et qui cherchent du boulot. Oui, mais bon, il faut falloir commencer. Moi, j'ai évidemment, je propose déjà que l'intelligence économique soit gratuite, qu'il y ait un comité pilote. Il faudrait forcer, par exemple, les acteurs à travailler ensemble. Tiens, j'ai une anecdote, par exemple. J'ai une anecdote. Je distribue des produits français depuis 15 ans, made in France. Il se trouve que Bixé, Carrefour, Auchan sont des centrales d'achat qui sont leaders en Chine, mais aussi en Thaïlande, mais aussi au Brésil. Voilà. Et ça fait 15 ans que j'essaie de vendre mes produits français dans ces centrales d'achat et je n'y arrive pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison évoquée, c'est que oui, mais vous ne donnez pas assez de profit. Mais oui, évidemment, parce que moi, je vends un savoir-faire français, ça a un coût. Je paye mes taxes, les droits d'importation, le transport. Je distribue des produits qui ont de la qualité. Je distribue le savoir-faire français, la qualité française. Et je me confronte à un mur. Voilà. Donc, si je suis député des Français de l'étranger, je rappellerai quand même à ces fortunes, parce que c'est les plus grandes fortunes de France, là, le gros distributeur, eh bien, que le corps social français s'est sacrifié dans les années 80 pour qu'ils puissent bâtir leur empire. D'accord? On a sacrifié le commerce de proximité à l'époque. Le législateur a voté des lois, donc on s'est sacrifié, toute une partie du corps social est passée au chômage pour bâtir ces temples de la consommation qu'on voit fleurir dans nos banlieues. Enfin, je veux bien, mais ces gens-là ont bien profité, enfin, le système social a s'est sacrifié, maintenant le système social demande à ce que ces gens-là aident le corps social, pardon, à exporter, ces gens-là refusent. Ben, ce sera le rôle des députés de les forcer à se mettre sur une table et y voir ce qu'on peut faire. Et sinon, il faudra y arriver avec des manières contraignantes s'il le faut. Je rappelle qu'un État souverain a le pouvoir de frapper monnaie, mais de voter des lois et d'avoir un pouvoir de sanction si jamais l'intérêt général n'est pas compris par l'intérêt particulier. Donc ouais, être député, c'est d'avoir le courage. C'est d'avoir du courage. Voilà. Et je pense que la France brûle, hein, les amis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. On va au mur. La France brûle. Il faut des mesures qui ne feront pas plaisir peut-être au lobby de l'agro-business, de la santé, etc. Mais il va falloir faire reprendre l'intérêt général, sinon ce sera la catastrophe. Et il faut avoir le courage de dire ça. Et il faut avoir... déjà, faudra-t-il que les Français puissent avoir conscience de la gravité de la situation. Voilà.
Alors, quelles sont les mesures que vous proposez pour démocratiser les institutions de la Ve République? Alors, on propose une refonte en profondeur, hein, des institutions de la Ve République. La République française, les institutions ne marchent pas, non pas parce qu'elle est mal ficelée, c'est parce qu'on n'applique plus, finalement, les préceptes que les pères fondateurs de la République avaient créés en 58, hein, sous De Gaulle. Voilà. Non, il faudrait par exemple que le Conseil constitutionnel soit professionnalisé, qu'il ne soit plus composé de politiciens. Quand on voit la personne qui est son président maintenant, je me demande si elle édicte des dispositions en fonction du bien collectif ou en fonction de ses intérêts politiques. Je me pose des questions. Le CSA n'applique même plus les règles qu'elle s'était elle-même fixées. L'UPR, lors des dernières élections présidentielles, a eu nettement moins que ce que la loi nous autorise à avoir. Donc il va falloir, oui, rechanger le CSA et y mettre, non pas des politiciens, mais des journalistes et des juristes, encore une fois, pour qu'ils appliquent la loi telle qu'elle est. Hein. Il va falloir remettre, par exemple, les crimes de complot, de trahison, comment dire, le complot contre l'État, qui ont été enlevés de notre Constitution, il va falloir les remettre. Hein. Donc c'est tout un système en profondeur qui permettront enfin, il va falloir revoir complètement, retoiletter complètement la Constitution, et on se mettra à ça référendum. Et pas que ça. On veut par exemple remettre dans la Constitution plein de choses. L'interdiction de privatiser ce qui est du bien commun. Par exemple, au XXIe siècle, l'information est un outil de propagande et de guerre. Les guerres, maintenant, au XXIe siècle, ne se font plus avec des bombes. Si quelqu'un veut asservir la France, elle ne le fera plus avec des bombes et la guerre. On a les bombes atomiques en plus. Non. Si une nation étrangère veut asservir la France, elle corrompra ses dirigeants et son éducation. D'ailleurs, c'est un proverbe chinois. C'est un proverbe chinois qui dit, si vous voulez contrôler un pays plus fort que vous, il suffit de corrompre ses dirigeants et de pervertir son éducation. On a beaucoup à apprendre aux Chinois, d'ailleurs. Hein. Ben, ce proverbe chinois, quand on regarde la France maintenant avec rétrospection, je répète, hein, corrompre ses dirigeants et pervertir son éducation, je pense qu'il s'applique bien actuellement. Voilà. Donc il faudrait remettre dans la Constitution le fait qu'il faut protéger constitutionnellement notre éducation, il faut protéger les leviers de communication et d'information de toute prédation des puissances financières. Voilà. Et de l'argent. Et des puissances étrangères. Donc, entre autres, on veut renationaliser TF1, effectivement, et on veut donner une charte de déontologie pour les journalistes. On veut séparer complètement le 4e pouvoir du reste, le 3e pouvoir d'être indépendant, etc., etc. Les institutions doivent pouvoir marcher, sinon il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté fondamentale. Voilà. Il faut réagir, chers compatriotes, il faut réagir, sinon on va au mur. Alors, Yann Perrault, pensez-vous que les lycées français doivent être gratuits pour les Français? Alors, j'ai déjà répondu en partie, oui. Moi, je veux donner plus de moyens à la démocratie, à la diplomatie, à la francophonie, voilà. Et dans ce sens-là, donner la gratuité pour les lycées français, c'est un coût, effectivement, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, mais lisser sur le temps et avec les avantages que l'on peut avoir, je pense que c'est tout à fait de l'ordre du possible, tout à fait, ouais. Il faudrait que donner la gratuité immédiatement, ça me paraît compliqué, mais donner à horizon 5 ou 10 ans, je pense que c'est tout à fait faisable, tout à fait, ouais. Alors, je vois qu'il y a débat entre vous, d'ailleurs, sur le chat. C'est quand même assez drôle. Hein. Alors, Diane Surel, je réponds aux questions telles qu'elles arrivent. Quelle serait votre politique concernant les services publics? Alors, à l'UPN, nous sommes très attachés à la défense des services publics. J'y peux rien, c'est comme ça. La France est très attachée à cela depuis très longtemps.
Les Anglais, c'est différent. Les Anglais adoptent privatiser à tout va. Ben, c'est leur droit le plus légitime. Les Polonais veulent privatiser. Ben, c'est leur droit le plus légitime. Les Français aiment leur service public. Et ben, c'est notre droit le plus légitime. Et encore une fois, personne d'autre qu'un Français n'est légitime ou compétent pour diriger à notre place. Donc oui, si on est attaché au service public, eh ben, il nous faut donner les moyens pour que les services publics marchent correctement pour garantir l'égalité des citoyens entre eux. Nous sommes une nation égalitaire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire de France. Je vais pas vous rappeler l'histoire de France quand même. Surtout moi, un Français d'origine tonkinoise, ce serait quand même drôle. Mais les Anglais, les Anglo-Saxons, par exemple, ne sont pas égaux en droit devant eux à la naissance. Il y a des lords et des citoyens. Il y a une chambre des lords, d'ailleurs, en Angleterre, ne peut siéger que si vous êtes lord. Voilà. Nous, en France, on est égalitaire, et le garant de l'égalité des citoyens devant eux, c'est les services publics, et donc il va falloir que les services publics soient les garants, effectivement, du bien-être collectif. Voilà. Donc nous proposons de nationaliser tout ou partie, hein, tout un système d'entreprise qui garantisse le bon fonctionnement du bien-être ensemble et du bien-être collectif. Voilà, l'adduction d'eau, l'adduction d'électricité, protéger l'éducation et l'information de la prédation des puissances financières, hein, n'est-ce pas? L'armement, évidemment, les entreprises d'armement qui ne sont plus indépendantes. Hein. Je signale que depuis que Alstom a été racheté par des puissances étrangères, l'armée française, pour être ravitaillée en pièces détachées, doit avoir l'assentiment de puissances étrangères. Du point de vue souveraineté, c'est délicat. Alors, Isabelle Persanda-Palmier, et si nous parlions des Français de la 11e? J'attends tout à fait. Avez-vous une question particulière? Si, les préoccupations des Français de la 11e, c'est l'éternel triptyque bourse, imposition en France, etc. Effectivement, CFE, voilà, les cotisations à la CFE. Moi, sur les questions de la CFE, enfin, je me prends une liberté vis-à-vis d'Isabelle pour répondre à sa question. Sur la question de la sécurité sociale et de la CFE, c'est une question très importante, effectivement. Hein. Je suis cotisant, je cotise moi-même à la CFE. Je crois que je cotise 400 € par trimestre. Dans certains pays, c'est 400, 500, 600, 700 €, ça dépend. C'est lourd à gérer. Par contre, moi, je n'ai pas encore une fois la prétention de gérer la pénurie. Je veux élever le débat sur la question de sécurité sociale. Dans le programme de l'UPR, que vous pourrez consulter sur upr.fr, on propose tout un système de mesures pour, à terme, équilibrer le régime général. Mais comment faire, vous allez me dire, mais comment faire pour équilibrer le régime général? C'est des mesures toutes bêtes de bon sens, en fait, qu'on ne peut pas faire actuellement, parce qu'on est prisonnier de l'Union européenne. C'est, par exemple, promouvoir les médecines douces et alternatives. Alors, mon père est médecin, mais mon grand-père était pharmacien herboriste. Je me souviens quand j'ai la photo devant moi, et c'était pharmacien herboristerie. L'herboristerie a disparu de par la pression des lobbies de la pharmacie, hein, parce qu'ils voulaient, breveter le vivant. Voilà. Et donc, ça va plus loin maintenant. Maintenant, l'Union européenne, je ne sais pas si vous le savez, a interdit l'importation en Europe des plantes médicinales chinoises. Les 500 plantes qui font la base de la pharmacopée chinoise sont interdites d'importation en Europe. Alors, ce qui est d'autant plus ridicule que les laboratoires pharmaceutiques ont breveté la même plante pour nous l'administrer. Voilà, mais c'est beaucoup plus cher. Voilà. Donc nous, on n'est pas là pour dégommer les laboratoires pharmaceutiques, pas du tout. On veut que les Français en métropole se soignent pour moins cher, en ayant déjà un contrôle des prix du médicament. C'est faisable. Au Vietnam, par exemple, il y a un contrôle des prix du médicament, autant que faire se peut, hein, sur certains médicaments, pas tous. Et ensuite, en offrant aux Français une médecine efficace. Hein, mon père est médecin. Et mon grand-père était pharmacien herboriste. Et je peux vous assurer que c'est efficace. Une médecine efficace et beaucoup moins chère que ce qu'on paye actuellement. Il faut savoir, et ça, que les États comprennent bien, d'accord? On ne résoudra jamais le déficit de la Sécu tant que le trou des uns représenteront les profits des autres. Voilà. Donc,